Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM, à nous-delà du miroir ce soir, où nous allons parler de nos gènes, pas de notre gène, mais de nos gènes avec Louis Buscaille. Il est ex-directeur de recherche de l'INSERM, il est professeur aussi d'hépato-gastro-entérologie à l'université Paul Sabatier au CHU de Toulouse. Il a consacré une grande partie de sa carrière à développer un programme de thérapie génique du cancer du pancréas. Une aventure scientifique et médicale, certes palpitante et pleine d'espoir, mais semée d'embûches. C'est ce que nous allons découvrir au travers de cette émission et de sa propre expérience. L'auteur a voulu exposer avec des mots simples la plupart des moyens et des champs d'application de la thérapie génique. Tout ça, vous pourrez le retrouver dans un livre ABC chez Grancher, la thérapie génique, de la genèse d'une thérapie innovante à l'ADN médicament. C'est une émission par téléphone, Louis Buscaille. Donc un livre qui se veut simple, mais quand même relativement ardu pour des gens qui n'y connaissent rien. On pourrait déjà peut-être se rappeler ce que c'est que la cellule et la différence entre les prokaryotes et les eucaryotes. Alors effectivement, donc les prokaryotes, ce sont communément ce qu'on appelle les bactéries et d'autres organismes de petite taille. Ils ont la particularité, c'est qu'ils n'ont pas de noyau. Ils ont un système de vie qui comporte quand même des acides nucléiques, mais avec de l'ADN et aussi de l'ARN et des productions de protéines. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas organisés comme les autres organismes vivants sur la Terre, qu'on appelle l'eucaryote, qui comporte un noyau, qui est en fait une petite structure qui est à l'intérieur même de la cellule, qui va contenir tout le matériel génétique pour fabriquer tous les composants qui sont nécessaires à la vie. On représente d'ailleurs la cellule, comme je l'ai dit dans mon livre, comme je dirais, comme c'est dans les livres de classe, comme un œuf au plat qu'on aurait posé, et le jaune serait le noyau, et puis l'ensemble du blanc, le reste de la cellule qu'on appelle cytoplasme. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'une cellule souche ? Est-ce que les cellules souches sont des eucaryotes ou des prokaryotes ? Alors, les cellules souches sont toujours des eucaryotes. Parce que c'est des cellules très élaborées qui sont très élaborées dans leur potentiel, bien évidemment. Elles apparaissent quand on les regarde, je dirais, pas forcément spécialisées, mais elles contiennent en fait un programme en elles-mêmes qui vont leur permettre de développer soit un organe, soit même plusieurs organes, en fonction de l'évolution, soit de la pression du milieu, soit de l'évolution d'une fécondation ou de la croissance de l'œuf. Vous nous donnez l'image du foie de Prométhée. Vous pouvez nous rappeler un peu cette histoire ? C'est un peu une histoire de cellules souches. Mais disons que la fameuse histoire de Prométhée, c'est parce que Prométhée avait transgressé le droit divin de Zeus d'essayer de créer un être vivant, et donc parce que Zeus était le seul théoriquement pour créer un être vivant, et lui a tenté de faire cette affaire, et il aurait été attaché au pied d'une montagne et condamné à se faire dévorer le foie par un aigle. Sauf que l'histoire dit que il se faisait dévorer le foie le jour, et que la nuit le foie repoussait. Alors c'est une métaphore bien évidemment, et parce que le foie est un organe très particulier qui contient un système de régénération assez spécialisé et efficace. En d'autres termes, si l'on enlève une partie du foie, il y a quand même une masse critique à ne pas enlever, on observe très rapidement une partie de ce foie enlevé qui va régénérer. Sans se reconstituer totalement, mais c'est un organe qui rapidement peut reconstituer des cellules hépatiques, et en reconstituant même surtout un organe, ce n'est pas que des cellules, toute l'architecture du foie. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a des cellules souches qui sont des cellules qu'on appelle immatures, qui d'un seul coup vont se mettre à rentrer dans un programme pour refaire un organe à l'identique. Alors, quand est-ce qu'on a vu les premières cellules ? Si vous dites dans votre livre, c'est quand on a commencé à avoir un microscope. Disons que
début, on ne savait pas ce que c'était que la cellule, et puis on savait qu'il y avait des tissus, mais c'est en découvrant le microscope et en ayant un agrandissement suffisamment important, je dirais au 50e, au 20e, qu'on a pu observer des cellules, et il y a des organismes qui sont assez classiques que l'on peut mettre dans les travaux pratiques des lycées, notamment l'oignon par exemple, qui est un tissu végétal qui a des cellules assez grandes et qui a des images de cellules que l'on peut bien voir au microscope quand il grandit, et on a une structure. Et on a découvert effectivement qu'il y avait une sorte d'image arrondie avec un point au milieu qui constitue un noyau. Ce fameux Malpighi, cet italien là, c'était au XVIIe siècle, c'est ça? Quelque chose comme ça. Oui. Et il n'y a pas quelque chose, il est pas, son nom n'est pas associé à une cellule ou du pancréas, en fait, c'est ça? Non, pas forcément le pancréas, mais il a décrit, en même temps que la cellule, il a décrit les tissus qu'on appelle les tissus malpighiens, qui sont les tissus de revêtement. Notamment la peau est un tissu malpighien, mais il y a d'autres tissus de l'organisme qui sont des tissus de revêtement, qui sont internes, qui sont comme la trachée, les bronches, c'est du tissu malpighien, l'œsophage aussi, c'est du tissu malpighien, et certaines parties des organes génitaux. Alors, on appelle ça malpighien parce qu'il a décrit, lui, en fait, une succession de cellules, les unes après à côté des autres, qui correspond en fait à la surface des tissus. Et finalement, son nom a traversé les siècles parce que il a découvert les cellules et puis il a dit, en fait, il n'y a pas qu'une cellule, il y a plein de cellules qui constituent les tissus. Donc ça, c'était milieu du XVIIe siècle. Quelque chose comme ça, oui. Après, on passe en 1871 avec le chimiste suisse Friedrich Missler. Vous faites un peu un inventaire de cette découverte de l'ADN. Quand est-ce que c'est arrivé vraiment la découverte de l'ADN, des chromosomes, des gènes? Disons que on s'est aperçu qu'il y avait des cellules qui se divisaient et que avec la division, il y avait une séparation du noyau avec des matériels à l'intérieur qui sont des bâtonnets qu'on a appelés chromosomes, qui sont des bâtonnets un peu denses, et on s'est aperçu que finalement la cellule se séparait en deux et séparait du matériel à l'identique. Voilà, donc les chromosomes se séparent en deux, c'est comme ça dire que les cellules se divisent. Et donc on a décrit ce qu'on appelle la mitose, c'est la division cellulaire. Et on s'est aperçu surtout que les cellules se divisaient, que c'est grâce à ce matériel-là que les choses se passaient. Donc, parce qu'au début, il y avait une théorie que les cellules arrivaient, on savait qu'il y avait des cellules, mais on pensait qu'elles arrivaient ex nihilo, c'est-à-dire que pour des raisons X ou Y, les cellules apparaissaient puis se multipliaient, mais on n'avait pas compris comment elles pouvaient se multiplier. Et c'est en observant cette séparation à l'identique et surtout ce matériel qui se séparait, qui se reconstituait après, on s'est dit, vraisemblablement, il y a quelque chose qui se passe, et on a attribué progressivement, ce n'est pas venu d'un seul coup, au noyau la fonction impliquée dans la division et dans la programmation de la multiplication cellulaire. Et de la transmission à toutes les cellules qu'on appelle les cellules filles à partir d'une cellule mère, du matériel génétique pour que un tissu soit à l'identique, qu'une fonction reste identique, voire en fonction de la pression du milieu, notamment pour les cellules souches, il y a un développement d'un tissu, au contraire, le tissu se régresse, voire des fonctions plus élaborées avec des cellules très spécialisées. Donc les chromosomes sont les supports des gènes. Voilà. Les chromosomes, c'est les supports. Alors les chromosomes, c'est en fait une description qui a été faite un peu je dirais macroscopique, avec l'œil, comme des bâtonnets. Et on a décrit ces bâtonnets, il y a des longs, des courts, des petits, des grands, et on les a isolés, et on s'est aperçu que ces chromosomes étaient composés d'ADN, lui-même enroulé et entouré par des protéines qu'on appelle histones, qui sont les supports de ces chromosomes. Le chromosome, en fait, est une structure en bâtonnet, et ça correspond finalement à une partie, un moment de la division cellulaire où ils apparaissent pour se séparer. Et puis, quand la cellule se divise plus, tout le matériel d'ADN du noyau est condensé et ça apparaît comme une sorte d'amas de substances noires, et les chromosomes sont un peu repliés sur eux-mêmes, on ne les voit plus, mais ils sont présents. En 1951, donc la double hélice, ça c'est pas si vieux que ça. La double hélice de l'ADN. Ben oui, c'est
Watson et Crick, c'est une grande révolution parce que on s'est aperçu que cette molécule ADN était relativement simple, s'enrouler 2 fois sous la double hélice pour être très stable, et ce sont tout un cheminement de petites molécules qu'on appelle des bases qui sont accrochées entre eux comme une échelle. C'est pour ça que ça ressemble à une échelle qui est un peu contournée comme une hélice, et on a découvert ça. Alors ça, c'est une première découverte qui est primordiale. Donc les chromosomes et tout ce qui est à l'intérieur du noyau sont composés d'ADN, qui sont une succession de bases qu'on appelle des bases, donc des oxyriboses, d'où le terme d'ADN. Et la deuxième découverte qui est importante aussi, c'est ce qu'on appelle le code génétique. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait dans l'ADN 4 bases, qui étaient des bases de l'ADN, et on se dit comment, avec 4 bases, on va pouvoir produire des centaines, voire des milliers de protéines, et élaborer des commandes, des messages aussi compliqués pour faire vivre la cellule et faire vivre l'organisme. Et c'est là où on a découvert le code génétique, et c'est qu'on s'est aperçu qu'à partir de 3 bases bien particulières, qui sont constituées dans un sens bien particulier, c'est comme ce qu'on appelle le cadre de lecture, il faut les lire vraiment dans un sens particulier. Avec 3 bases d'ADN, on avait un acide aminé, qui sont des molécules qui constituent les protéines, les structures des protéines, et à chaque triplé de base, ce qu'on appelle le codon, correspond à un acide aminé. Et donc, les protéines sont une succession de lecture de ces 3 bases, l'une après l'autre. Alors, découverte il n'y a que, je dis bien 22 000, il n'y en a que 22 000 dans le génome humain. Ça vous semble pas beaucoup, autant que pour la souris, mais 2 fois moins que pour la paramécie. Comment se fait-il que la paramécie, vous dites que c'est une prokaryote là, mais comment se fait-il qu'elle a 2 fois plus de gènes que nous dans le corps humain? Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a une certaine explication. C'est que il y a chez l'homme une partie qu'on appelle la partie codante, c'est-à-dire la partie codante, c'est-à-dire tout ce qui va faire que les protéines vont être produites, et donc il y a des gènes qui sont plus ou moins longs en fonction de la longueur plus ou moins importante de la protéine. Mais dans l'ADN humain, contrairement à la paramécie, il y a une partie qui est finalement beaucoup plus importante, c'est la partie codante. Pourquoi la différence entre la paramécie et l'homme, c'est que la paramécie a beaucoup de gènes, mais les gènes ne sont pas régulés, ils ont juste une fonction très particulière, je dirais sur un fonctionnement oui-non. Alors que chez l'homme, il y a peut-être moins de gènes, mais il y a des régulations différentes et assez fines, et à partir d'un gène, on peut avoir d'ailleurs plusieurs protéines qui sont produites. C'est la seule explication que l'on a. Disons que le système de régulation du moteur d'ADN, si je peux prendre cette image, est beaucoup plus complexe que dans une cellule prokaryote. Et pourquoi la souris en a presque autant que nous? C'est une bonne question. C'est vrai que le cerveau de la souris est très petit par rapport à l'homme. Alors, c'est sûr que on ne sait pas pourquoi. Mais on a été très, très surpris, voire déçus, d'avoir un génome finalement aussi grand ou aussi petit que celui de la souris. Mais quelque chose de malheur est bon, c'est grâce à ça qu'on a pu finalement établir des modèles chez la souris, qu'on appelle les modèles transgéniques, pour reproduire des modèles de pathologie humaine. On va reprendre cette émission, c'est la deuxième partie avec Louis Buscal. J'espère que la connexion sera meilleure. Et nous parlons de thérapie génique, de la genèse d'une thérapie innovante à l'ADN médicament. Louis Buscal, vous êtes encore là? Je vous écoute. Cette fameuse génétique a été révélée par une histoire de petits pois et d'un moine, un certain Mendel. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Alors Mendel était un moine qui en fait s'intéressait pas à la génétique mais un peu à la science des croisements, et donc il faisait des croisements sur des petits pois dans son jardin, et il observait le fait de pouvoir croiser et de greffer des petits pois
fois avec d'autres. Et donc il a remarqué que effectivement on avait, quand on croisait des petits pois d'une catégorie avec une autre, on avait une transmission de ces caractères, que ce soit un petit pois d'une couleur ou d'une autre, d'une forme d'une autre. Je n'ai pas le détail de cette affaire, pouvait se transmettre aux différentes générations de petits pois qui repiquaient au fur et à mesure. Et en fait, le terme de mendélien traduit le fait que un caractère dit mendélien, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul facteur qui est considéré, il y a un gène qui est responsable d'un seul caractère, pouvait se transmettre de génération en génération sur un mode, je dirais, linéaire. Alors, c'est sûr qu'en génétique, on distingue les transmissions dites mendéliennes, donc ce nom a traversé les âges, c'est-à-dire qu'il y a un seul gène qui est responsable d'un caractère. Alors, je n'ai pas d'exemple bien précis, mais par exemple, certains caractères comme l'hémophilie. L'hémophilie, par exemple, ou alors le daltonisme, c'est-à-dire la vision des couleurs ou des choses comme ça, sont des caractères unifactoriels, c'est-à-dire qu'il y a un gène auquel correspond un signe ou une caractéristique ou une fonction de l'organisme. Par exemple, les yeux, sont des caractères qui ne sont pas mendéliens parce que c'est multifactoriel. Il y a plusieurs gènes qui sont impliqués là-dedans. Mais pour certaines maladies à transmission dite mendélienne, il y a un gène et il se passe quelque chose. Bon, l'hémophilie, par exemple, on sait très bien que c'est un gène. C'est plus qu'un gène, c'est juste même dans cette maladie, c'est malheureusement l'histoire de transmission par les femmes par rapport à une maladie qui est exprimée uniquement chez les hommes, mais c'est un caractère mendélien. Donc il n'y a pas de femme hémophile alors ? Non. Et par contre, on l'appelait la maladie des rois. Alors, on l'appelait la maladie des rois parce qu'en fait, on appelait la maladie des rois et puis on se disait, c'est une maladie, c'est les rois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se marient entre eux, parce qu'il y a des cousins germains, c'est un peu la même famille, ils sont tous cousins, etc. Donc c'est à cause de ça qu'ils ont cette hémophilie. Alors, c'est faux parce qu'en fait, on sait très bien que les mariages consanguins peuvent malheureusement générer certaines choses et certaines maladies à la base parce que il faut que l'humain ait une diversité génétique, bien évidemment, et donc c'est jamais très bon d'avoir des mariages consanguins. Mais là, dans le cas des fameuses maladies des rois, c'est un peu différent. C'est que pourquoi les hommes sont porteurs et sont malades et que les femmes ne le sont pas, parce qu'en fait c'est une maladie qui est portée par le chromosome X et qu'on a automatiquement pour les femmes deux chromosomes X, sont les chromosomes sexuels, et pour les hommes XY. Et si le garçon hérite du X qui est malade, il est porteur de la maladie puisque l'X transmet cette maladie alors que l'Y ne le porte pas. Alors que les femmes sont protégées finalement parce qu'elles ont deux X et il y en a un qui n'est pas atteint. Globalement, ce qui se passe, c'est que dans l'histoire des maladies des rois, c'est que ça a été l'exemple flagrant, c'est la reine Victoria qui a eu beaucoup d'enfants et qui a eu beaucoup de descendance. Et il se trouve que ses filles étaient porteuses deux ou trois filles, je pense, de mémoire étaient porteuses de la maladie. Et elle a eu des petits-fils qui ont eu une hémophilie. Et en fait, comme il y avait aussi des mariages de ses filles avec d'autres royautés, que ce soit, je crois, la royauté belge, allemande bien sûr, et russe, le tsarevitch, le fils du tsar Nicolas II, a été porteur parce qu'en fait, sa femme, je crois, était la petite fille de Victoria, a été porteuse de cette maladie. Voilà. Et puis, c'est vrai que comme il y avait pas mal aussi de mariages entre cousins, cette maladie était redondante. C'est pour ça qu'on l'appelait la maladie des rois. Mais malheureusement, ce n'est pas une maladie que des rois. Alors, la première maladie génétique en France, qui est héréditaire, c'est l'hémochromatose héréditaire. On n'en entend pas souvent parler de cette maladie. Pourtant, c'est la première maladie génétique, bien avant la mucoviscidose. Mais oui. Disons que... Alors, on connaît bien
bien ça, nous, en tant que spécialistes des maladies de l'appareil digestif et du foie, c'est une maladie de surcharge en fer, qui est finalement relativement fréquente. Alors, elle est fréquente dans sa composition. C'est sûr que il y a une hyperabsorption de fer globalement due à cette maladie génétique au niveau de l'intestin, et le fer se répartit dans tout l'organisme et il se concentre dans le foie, dans les surrénales, le pancréas, etc., et dans tous les organes. Mais il se trouve que l'expression de la maladie est surtout flagrante chez les hommes parce que les femmes sont protégées par le saignement périodique des règles, qui fait que grâce à ça, comme il y a une perte de fer avec les saignements périodiques, elles sont peut-être moins atteintes que les hommes, disons plus tardivement jusqu'à la ménopause. Mmh. Et est-ce que le fait de leur donner un substitut des hormones, ça pourrait les protéger plus longtemps ? Il faudrait à ce moment-là les maintenir des règles plus longtemps, ça c'est sûr. C'est un cycle artificiel, mais ça malheureusement ce n'est pas possible dans la mesure où au bout d'un moment la capacité de sécrétion de l'ovaire peut s'arrête, mais c'est-à-dire qu'il faudrait continuer le cycle artificiel, c'est un peu plus compliqué. Alors donc les saignées des temps d'avant, finalement quelque part elles avaient, pour certains ça aurait pu être bien les saignées. Oui, c'est vrai. Alors elles n'étaient pas faites que pour ça, elles étaient faites parce qu'il y avait la congestion, de la vultuosité, et quelque part c'était parfois utile parce que il y a encore quelques années on faisait des saignées dans les gens qui avaient des poussées de tension avec insuffisance cardiaque, mais ça ne se fait plus. Maintenant on a des médicaments qui marchent très très bien dans ce cadre-là. Voilà. D'accord, alors qu'est-ce que c'est que l'épigénétique ? Alors l'épigénétique, il y a deux façons de voir l'épigénétique. Il y a une définition très générale qui est une définition, généticienne au sens large du terme, c'est tout ce qui est autour de la génétique. C'est-à-dire tout ce qui pourrait influencer une transmission d'un caractère, une transmission génétique tout court, et une influence du milieu. Donc globalement, ça définit ce qu'on appelle l'influence du milieu. J'utilise l'exemple de la famine, mais il y a aussi l'exemple aussi de l'enrichissement du régime alimentaire. Il y a aussi l'influence du climat, l'influence de tout un tas de facteurs comme ça, mais qui sont une pression exercée sur des humains ou sur une population sur plusieurs générations, mais qui finalement, à force d'avoir cette pression, va finir par se transmettre. Donc c'est tout ce qui est autour de la génétique qui est une influence souvent du milieu. Ça, c'est une vision très générale, mais qui est importante parce que cette influence-là, le climat, la façon de manger, la façon de s'alimenter, il y a le classique gène, même si on l'a pas connu, le gène de la famine, qui fait que il y a des populations qui ont été habituées à avoir la famine, avoir de restriction alimentaire. Dès qu'on les soumet à un régime normal, ils se mettent à grossir de façon importante parce qu'ils sont habitués à stocker tout ce qu'ils peuvent manger, et parfois ça peut être dramatique sur des populations qui sont habituées à avoir une restriction alimentaire ou une alimentation très pauvre. Dès qu'on les enrichit, ça peut être dramatique dans ce cadre-là. Et parce qu'ils ont été influencés pendant des générations par le milieu. Ça, c'est la définition générale de l'épigénétique. Et puis il y a une définition beaucoup plus scientifique et de recherche qu'on utilise nous, chercheurs, dans cette affaire, c'est l'épigénétique, c'est tout ce qui est en dehors de la régulation, en dehors du gène lui-même qui donne les protéines, c'est tout ce qui est régulation. Donc on parle de phénomènes épigénétiques en biologie moléculaire, tout ce qui se passe en amont de l'ADN. Parce qu'en fait, l'ADN, le gène sont produits au cours de la division cellulaire ou de la vie cellulaire, mais il y a des régulateurs, il y a des starters, ou il y a des commandes en amont qui sont très complexes, puisque la partie qu'on appelle l'ADN non codant est beaucoup plus importante que l'ADN codant. Ces fameux 22 000 gènes dont on parlait tout à l'heure, ils sont régulés par finalement l'équivalent de plusieurs milliers, voire peut-être 40 000, 50 000, 60 000, 100 000 gènes, qui sont, en fait, c'est pas des gènes, mais des structures d'ADN qui sont repliées et qui régulent finement. Et donc, à un moment donné, les gènes vont être allumés, d'autres vont être éteints. Et cette épigénétique, ce qu'on appelle l'épigénome, intéresse beaucoup actuellement parce qu'on ne le connaît pas totalement. Et il y a pas mal par exemple, de phénomènes particuliers comme certains cancers qui ont des phénomènes épigénétiques de régulation de l'ADN qui peuvent être dérégulés pour produire un cancer ou faire avancer.
Mais globalement, l'épigénétique, c'est une définition un peu générale de génétique que l'on retient. C'est l'influence du milieu, entre guillemets, qui se transmet de génération en génération, mais après une influence de milieu. Alors donc cette épigénétique, si elle agit sur la mémoire des famines, est-ce que ça pourrait être une des causes de cette montée de l'obésité ? Alors, l'obésité, je ne pense pas que ce soit que ça qui influence vers l'obésité, mais c'est sûr que on a des comportements alimentaires qui peuvent changer, et il est possible que même si l'obésité n'est pas héréditaire, sauf dans certaines maladies, le fait d'avoir quand même un changement de comportement alimentaire avec une alimentation très riche, parfois très tôt, influence quand même finalement quelque part. Alors il y a beaucoup d'autres phénomènes dans l'obésité, comme le phénomène de satiété, le phénomène de prise alimentaire ou de comportement alimentaire, mais il est possible que dans certains cas d'obésité ou de développement d'obésité sur certaines populations, peut-être que l'épigénétique finira par agir. Mais c'est peut-être le fait aussi que l'alimentation s'est enrichie, les comportements alimentaires ont changé. Oui, et puis ce qu'on met aussi dans la nourriture. Alors, dans les domaines d'application de l'étude de l'ADN, il y a forcément tout ce qui est médical, mais il y a aussi les recherches de paternité, en ce qui concerne la justice et la police pour trouver des criminels, mais aussi l'archéologie. Racontez-nous cette histoire où vous vous êtes retrouvé avec une momie, je crois, à essayer de faire des tests pour savoir un peu ce qui se passait. Mais c'est une équipe toulousaine qui est spécialisée, l'équipe du professeur Telmont, qui travaille sur les momies. Donc ils ont un thème de recherche d'anthropologie, et ils ont fait plusieurs études de recherche sur des momies diverses et variées. Donc j'ai suivi un peu leurs travaux, je dirais un peu de loin, parce que ce n'est pas ma zone de recherche, mais ils m'ont demandé un jour, mais en tant que gastro-entérologue, donc finalement en tant que praticien, comme ça se fait d'ailleurs sur les momies égyptiennes, c'est-à-dire de pouvoir profiter de mon expertise en endoscopie, qui sont des techniques d'endoscopie souple, et notamment avec un petit endoscope très souple de miniature, d'aller prélever sans, je dirais, léser la momie, ou même sans faire des choses invasives, aller prélever un tout petit peu de tissu momifié pour aller rechercher l'ADN. Alors, c'est vrai que c'est une aventure qui est extraordinaire, et puis surtout, c'est l'application même de la biologie moléculaire dans une recherche appliquée sur ce qui a pu se passer il y a quelques centaines d'années, ce qui est extraordinaire, ce qui se fait globalement d'ailleurs dans tout ce qui est aussi tout ce qui est animaux qui sont congelés, comme les mammouths ou certains animaux que l'on retrouve congelés avec de l'ADN qui peut être plus ou moins conservé, et c'est grâce à l'amplification qu'on peut arriver à faire des choses. Alors dans cette momie, vous êtes allé chercher où ? Je suis curieuse, mais c'est pour savoir, enfin la deuxième question c'est, est-ce que l'ADN, il est partout dans nos os, dans nos peaux, dans nos tissus ? Est-ce que c'est le même dans tout le corps ? Alors, je dirais que l'ADN, il est partout, je dirais entre guillemets, le même, puisque on possède le même matériel génétique. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on invente un modèle de régulation. Et si vous prenez l'ADN je dirais, d'un individu XY, son patrimoine génétique est le même. Sauf que d'une cellule à une autre, l'expression est différente. Parce que dans le cœur, par exemple, l'ADN, il va ne produire que des fonctions pour la contractilité ou la régulation du rythme, et puis tout le reste va être réprimé. Et puis dans une autre cellule, notre ADN va s'occuper de sécréter au niveau des bronches du mucus, ou au niveau de l'estomac de l'acide, par exemple, etc. Et donc, tout cet ADN va s'orienter, s'organiser en fonction de la spécialisation de la cellule. Mais si vous prenez l'ADN de tout un chacun, vous pouvez automatiquement trouver le même patrimoine génétique. D'accord, donc en général, on nous prend notre ADN dans la salive ? Oui, parce que les cellules buccales contiennent des noyaux, et on a de l'ADN, donc c'est comme ça, ce qu'on appelle l'ADN génomique. D'accord. Et quand il y a une recherche de police, ils peuvent retrouver autre chose que de la salive ? Alors, c'est sûr
que la police cherche tous les éléments, je dirais, qui ont été contaminés par des produits humains, tout ce qui est au niveau des doigts, tout ce qui est, je dirais, la sueur ou autre, peut contenir de l'ADN s'il y a des cellules des squamées. Alors ça devient de plus en plus difficile parce que moins on a d'ADN, plus on est obligé d'amplifier l'ADN. Et donc cette fameuse technique de PCR qui s'est très sophistiquée au cours de temps permet d'amplifier l'ADN. Seulement le piège qu'il peut y avoir, ce que j'explique un peu dans mon livre, je ne sais pas si je suis clair, c'est pas évident, même dans le livre, c'est que on amplifie, c'est-à-dire qu'à partir de très petites quantités d'ADN, on peut amplifier 100 fois, 200 fois, jusqu'à 500 ou 1000 fois. Sauf que une fois que vous amplifiez, ce sont des cycles, c'est-à-dire qu'il y a une enzyme qui est issue d'ailleurs qui n'est pas issue des eucaryotes, mais des prokaryotes. On amplifie à partir d'un brin d'ADN, on a deux brins d'ADN, et puis à partir de ces deux, on en a 4, etc., etc. C'est semi-quantitatif et c'est amplifié. Sauf que au cours de l'amplification, s'il y a d'autres molécules d'ADN à côté, on peut aussi amplifier d'autres molécules d'ADN. Et plus on essaie d'amplifier, plus on va être sensible. Malheureusement, on peut être contaminé, si j'ose dire, par d'autres ADN. Et donc les résultats peuvent être faussés. Oui, donc c'est une technique qui est formidable parce que on peut avoir à partir de petites quantités, on peut amplifier avec ces fameuses amorces. Mais attention, il y a des garde-fous parce qu'on peut amplifier de l'ADN qui n'est pas d'ailleurs de l'ADN que l'on cherche ou suit le contaminant. C'est tout le problème de la police scientifique ou de la reconnaissance des criminels entre guillemets. Alors le principe de l'ADN pour la recherche des criminels, c'est qu'on a des marqueurs génétiques qui sont d'ailleurs là, dans la partie, ce que j'appelle la partie en amont du gène codant, ce qu'on appelle la partie s'imprime dans l'épigénome, qui sont des répétitions de morceaux d'ADN qui sont spécifiques d'un individu. Et c'est grâce à ça que on peut reconnaître un individu et pas le confondre avec un autre, parce que le problème de l'ADN de l'amplification, c'est de se tromper d'individu. Et donc là, on est dans l'erreur judiciaire. C'est bien pour ça que la police scientifique a mis beaucoup de temps à mettre en route cette affaire, avec tout ce que ça soulève comme centralisation du fichier, etc. Oui, ça on reviendra dessus après. Alors, existe-t-il un gène du cancer, puisque c'est quand même le cancer qui est en majorité traité par le génie génétique, hein. Est-ce qu'il existe un gène du cancer ? Malheureusement non. Si on avait un gène ou quelques gènes qui pouvaient être responsables de cancer, on pourrait avoir un traitement global et dire on va appliquer finalement à tous les cancers par thérapie génique ou génie génétique et traiter cette affaire. On sait qu'il y a des gènes qui sont dérégulés dans le cancer. Il y a même des gènes qui sont assez communs et que l'on retrouve dérégulés ou je dirais totalement fous, qui participent à la prolifération, à la progression du cancer dans pas mal de cancers, puisqu'on distingue les cancers solides, les cancers liquides. Et on a des gènes que je cite dans mon livre qui sont assez communs et qui sont dérégulés. Mais finalement, ce ne sont pas les gènes qui vont donner le cancer. Ils accompagnent la prolifération et la progression de pas mal d'un certain nombre de cancers. Alors on peut jouer dessus, mais malheureusement, le cancer ne dépend pas que de ces gènes. Et donc le but ce serait de dire on a trouvé un gène qui est le grand moteur, par exemple on pourrait dire une voiture avec 5 cylindres ou alors avec plusieurs systèmes de mécanique qui fait le propulser, et il faudrait aller trouver justement la zone qui est la zone motrice principale de cette affaire pour l'arrêter. En fait non. Il y a des gènes comme la fameuse protéine P53 dont je parle, ou le fameux oncogène KRAS, qui sont des gènes que l'on peut allumer ou éteindre, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y en a d'autres à côté. Alors, vous parlez des gènes suicides. C'est quoi les gènes suicides ? Les gènes suicides, ça c'est un autre. Alors les gènes suicides, ça c'est un autre gène. Alors, c'est intéressant parce que le gène suicide, le principe c'est que on introduit dans une cellule humaine, et donc là on parle de transfection ou de transfert de gènes. Donc on est dans une technologie de transfert de gènes qui suscite quand même d'avoir un vecteur qui le fait rentrer ou un système qui fait rentrer le gène. Et une fois que le gène est rentré, il y a tout un tas de barrières à franchir que je décris dans mon livre, c'est-à-dire que le gène arrive dans le noyau. Ce gène-là, en fait, est un gène qui est souvent qui n'est pas humain ou qui dérive de certains organismes. Je cite un des gènes suicides qui est dérivé de l'herpès. Et
principe du gène suicide, c'est qu'on fait rentrer le gène dans le noyau et ce gène peut s'exprimer. Alors quand on parle d'expression de gène, ça veut dire que le gène, une fois qu'il est dans le noyau, il va produire une protéine qui va être exportée au-delà du noyau et qui peut rester dans la cellule ou s'accrocher à la membrane, enfin c'est la vie de la protéine. Et le principe du gène suicide, c'est que c'est un gène qui s'exprime mais qui n'est pas, je dirais, toxique ou délétère pour la cellule dans laquelle il s'exprime. Et une fois que le gène est exprimé, on applique ce qu'on appelle une prodrogue, qui est un produit, qui est un médicament, qui normalement n'est pas toxique pour la cellule, mais quand il va rencontrer le gène, va devenir toxique. Ce qui fait qu'on peut administrer la prodrogue à la demande. Oui, donc l'herpès, vous l'utilisez, c'est l'herpès du patient ou c'est un herpès que vous amenez ? Non, pas du tout. Là, pour ce qui est quand on parle du gène suicide, c'est une protéine qui est issue du virus herpès, qui est une protéine qu'on appelle kinase, qui phosphoryle c'est des protéines qui phosphorylent certaines molécules. Et donc on le fait exprimer dans une cellule cancéreuse, enfin si possible, on le fait exprimer dans une cellule cancéreuse. Le gène de la thymine kinase, ce qui s'appelle la thymine kinase, va produire l'enzyme, qui est une enzyme, et jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas d'effet toxique. Et puis après, on perfuse un produit qui est théoriquement inoffensif pour la cellule cancéreuse, mais quand il va être métabolisé et phosphorylé par le gène suicide, il devient toxique. Et donc on peut, par perfusion successive ou à la demande, tuer la cellule. Ok, on va faire une mini pause musicale et après on ira voir un peu ce qui se passe au niveau de l'éthique et comment ça se passe. Vraiment une petite minute, juste une même pas. À tout de suite. Avec plaisir. Merci. On a encore beaucoup de choses à se dire avant la fin de cet Au-delà du miroir avec Louis Buscaille, je répète, qui est directeur de recherche à l'INSERM et qui a consacré une grande partie de sa carrière à développer un programme de thérapie génique du cancer du pancréas, ce cancer du pancréas qui, s'il est mal placé, en général, fait pas de cadeau. On parle de la thérapie génique, de la genèse d'une thérapie innovante à l'ADN du médicament. C'est le titre de son livre dans la collection ABC de chez Grancher. Alors, en ce qui concerne l'éthique, ce fichage, ce séquençage, ces diagnostics anténatales et diagnostics tout court, quels seraient les revers de la médaille? Le revers de la médaille, c'est que, sans aller jusqu'à, mais on en parle toujours, c'est le mot d'eugénisme, c'est-à-dire pouvoir détecter très tôt, c'est-à-dire anténatal, une anomalie, une maladie ou une tare, allons plus loin, pour détecter avant la naissance quelqu'un qui pourrait être malade ou pas malade. Donc c'est tout le problème a-t-on le droit d'aller faire une sélection. D'avoir une sélection ou même de voir ce qu'il en est. Alors, il y a des cas particuliers qui sont très encadrés du diagnostic anténatal, puisqu'on parlait de maladies génétiques tout à l'heure. Dans des maladies génétiques où on sait que la transmission se fait de façon quasi systématique de la mère à l'enfant, avec des maladies génétiques qui sont graves ou autres, c'est évident que on peut à ce moment-là faire un diagnostic anténatal pour, dans le cadre d'une interruption de grossesse à visée médicale. Mais ça, c'est très particulier dans le cas de maladies génétiques. Après, le reste, c'est, on est dans le domaine un peu du flou et de la transgression. Je cite dans mon livre le fameux film Bienvenue à Gattaca, qui est passé récemment, d'ailleurs, encore je prends la télévision, j'ai vu ça en zappant, où Gattaca, d'ailleurs, ça fait... ils ont fait Gattaca parce que c'est une séquence d'ADN, donc GAT, CAT, donc c'est comme ça qu'ils l'ont appris, qu'ils l'ont appelé, où dans ce monde un peu futuriste, on sélectionne les enfants et on élimine ceux qui pourraient être malades, et puis en plus on sélectionne au sein de l'entreprise les gens qui sont intelligents ou qui n'ont pas de maladie au profit des autres, à qui on réserve des tâches subalternes. Voilà, donc ça c'est le comble et le maximum du revers de la médaille. Alors, vous parlez aussi vous dites qu'on a voulu faire parler les gènes, certains sont restés muets, pendant que d'autres sortaient du chapeau.
Comment se fait-il que quand vous voulez faire parler des gènes, il y en a qui se taisent et d'autres qui parlent alors qu'on leur a rien demandé? Vous vous êtes posé la question? Alors, effectivement, pour une cellule donnée, pour un organe donné, il y a des gènes qui parlent et puis d'autres qui ne parleront jamais, peut-être qu'ils vont parler dans d'autres organes. Alors pourquoi d'un seul coup, il y en a qui se mettent à parler, d'autres qui se mettent à devenir muets? On parlait tout à l'heure de l'épigénétique. Est-ce qu'il y a des phénomènes de pression du milieu ou de pression de médicaments ou de toxiques aussi? Parce que, faut être clair, est-ce que l'exposition à certains toxiques ou à certains je dirais hormones ou autres, c'est assez à la mode, mais il faut pas le cacher, tout ce qui est dérivés hormonaux, etc. de l'alimentation ne vont pas influer certaines choses et éteindre des gènes et puis révéler les autres, mais on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, notamment dans le cas du cancer, d'un seul coup, il y a des gènes qui se mettent à s'emballer, d'autres qui s'arrêtent et qui provoquent que le fait qu'il y ait une cellule qui s'emballe et qui ne répond plus à rien, parce qu'on sait que les cellules ont une mort programmée, ce qu'on appelle apoptose. C'est comme ça que la vie se régule. Dès qu'une cellule est en train de vieillir, est éliminée, et on sait très bien au niveau de l'organisme, il y a des gènes qui gèrent ça. Dès qu'une cellule se met à trop proliférer ou à faire n'importe quoi, et bien elle est automatiquement éliminée. Oui, ou si elle n'est pas éliminée, c'est pas bon, ça fait un cancer. Ah voilà, et si elle n'est pas éliminée, c'est pas bon. Alors pourquoi d'un seul coup, à un moment, elle ne peut pas être éliminée? On ne sait pas tout, c'est souvent la genèse de certaines maladies qui ne sont pas génétiques, notamment le cancer. Mais on ne sait pas tout. Alors, vous parlez de Jacques Testard, La Grande Illusion, qui est paru en 2007. C'est un biologiste, un livre, et puis de Luc Ferry en 2016, La Révolution Transhumanisme. Parce que après le fait qu'il y a eu une grande envolée avec l'ADN, les gènes, etc., c'est retombé, les progrès sont longs. Il y en a même qui font de l'humour en disant que c'était une thérapie géniale. Il y a eu des histoires avec les bébés bulles et puis aussi avec l'affaire Gelsinger de Philadelphie, oui. C'est-à-dire qui a été dramatique. Qu'est-ce qu'on en est avec en ce moment-là, on parle beaucoup du transhumanisme, on parle beaucoup des télomères. Est-ce que cette histoire de télomères, on peut la considérer comme du génétique? Alors, de toute évidence, les télomères, ce sont les extrémités des chromosomes dont on parlait tout à l'heure, et c'est vrai que ça tombe bien avec ce qu'on vient de dire. On sait que la cellule vieillit, et quand la cellule vieillit, les télomères se mettent à se raccourcir, et le chromosome va disparaître, ou est en cours de disparaître, si je peux m'exprimer ainsi, et puis finalement la cellule va mourir. Et alors, si on peut empêcher ce vieillissement, par l'intermédiaire d'une action sur les télomères, on pourrait dire, mais sinon on va pas vieillir, et la cellule ne va pas mourir, et puis les organes ne vont pas mourir. Donc le grand fantasme, entre guillemets, c'est on pourrait essayer de jouer sur cette affaire du vieillissement naturel de l'organisme des cellules pour vivre plus longtemps. C'est le problème du transhumanisme. Alors, je cite la communication qui a été faite par une entreprise qui travaille sur cette affaire où il y aurait eu des expériences d'action génétique sur le télomère, mais je n'ai aucune preuve scientifique ni quoi que ce soit. Mais je citais ça parce que on est dans le cadre justement de cette dynamique de l'application de la thérapie génique pour ne pas vieillir ou de la manipulation génétique. Mais ce n'est pas notre propos, notre fait. Ce qu'on essaie de voir à travers la thérapie génique, c'est essayer de modifier les gènes ou de faire rentrer dans une cellule malade une protéine qui pourrait la traiter. Mm. C'est le principe du traitement des cancers, d'ailleurs, parce qu'il y a deux types de thérapie génique, puisqu'on aborde ce sujet-là. Et la thérapie génique, au sens strict du terme, c'est remplacer un gène qui est déficient. C'est pas simple parce que malheureusement, quand il y a une maladie génétique, tout l'organisme est touché et les outils que l'on a de thérapie génique sont assez, ténus pour pouvoir toucher tout l'ensemble de l'organisme. On essaie de toucher un organe, on essaie de toucher quelques tissus, mais c'est pas encore là. On n'est pas encore avec un outil de thérapie génique qui va aller toucher toutes les bonnes cellules et remplacer les gènes. C'est le principe même de la thérapie génique. Et finalement, quand on regarde bien les essais cliniques qui sont développés, qui ont été faits, ils concernent très très peu la thérapie génique au stricto sensu. Mais c'est important parce qu'il y a eu quelques résultats intéressants. Et puis chaque résultat positif ou échec font malheureusement aussi progresser l'affaire. Et puis il y a une grande majorité qui sont faits pour les cancers d'abord parce qu'on manque de traitements
efficace dans pas mal de cancers. Et vous parlez du cancer du pancréas, c'est bien pour ça que toute alternative est importante à proposer, et que le cancer est une cellule qui se divise très rapidement, donc qui peut être accessible à certains vecteurs, ces fameux morceaux d'ADN ou de morceaux de virus que l'on a modifiés, pour pouvoir faire entrer l'ADN thérapeutique et produire des protéines qui vont détruire bien sûr les cellules cancéreuses, comme les gènes suicides ou comme d'autres gènes qui peuvent pouvoir arrêter la progression du cancer. Alors l'industrie pharmaceutique dans tout ça, au départ, elle était bien partie et puis elle est un peu revenue sur ses pas. Donc vous avez été obligé de faire appel au Téléthon et au Généthon pour avoir un peu plus d'argent, parce qu'il y a quand même des soucis. Et alors que signifie le terme produit par génie génétique dans les notices de certains médicaments? Alors, c'est un peu un des aspects très intéressants et importants de ce qu'on appelle la biologie moléculaire, l'étude de l'ADN et des acides nucléiques tel qu'on le conçoit. Le génie génétique, c'est utiliser l'ADN, et là, cette fois-ci l'ADN des bactéries, mais ça peut être aussi l'ADN de levures, de champignons, ça peut être l'ADN d'autres micro-organismes, mais l'exemple classique, c'est les bactéries. Et en fait, on fait produire par la bactérie une protéine avec un ADN bien codifié, qui sert pour une hormone, par exemple, comme j'ai cité pour l'hormone de croissance, ou parfois même un médicament, puisqu'on essaie de produire des médicaments par génie génétique, qui est une protéine. Et la bactérie, on insère un ADN étranger grâce à la transfection. C'est le même principe que quand on transfère de l'ADN dans une cellule eucaryote. Et cette bactérie va produire en grande quantité la protéine que l'on veut produire. Et puis une fois que c'est produit, on casse les bactéries, on fait une lyse bactérienne, on purifie, on récupère cela. Et comme c'est très fidèle, on peut produire à partir de quelques bactéries, on les fait pousser, puis on les fait repousser, c'est une espèce de bouillon de culture, et il faut imaginer à la fin un grand bouillon de culture où à la fin on casse les bactéries, on élimine tout ce qui est bactérien, on récupère la fameuse protéine qui devient un médicament. Alors l'intérêt de ça, c'est que pour certaines hormones, notamment naturelles, avant, pour avoir ces hormones, il fallait prendre des tissus humains et les extraire. C'était assez fastidieux. Humain ou porcin, on se rappellera de l'hormone de croissance. Hein. Oui, ou porcine évidemment, parce que l'insuline est extractive porcine, etc. Mais il faut prendre plein d'organes. Pour avoir de l'insuline porcine, il fallait, entre guillemets, il faut des organes entiers et plein d'animaux pour extraire cette affaire. Et puis, les étapes sont longues et parfois compliquées, il faut purifier. Alors qu'avec la bactérie, même si les choses ne sont pas si simples que ça, mais on a un outil qui, à partir de quelques bactéries dans une boîte de pétri, arrive à faire des monceaux de protéines. On parlait de thérapie génique. L'essai de thérapie génique que l'on conduit actuellement, qui est une phase 2, mais la phase 1 a déjà été faite. L'ADN thérapeutique qui est introduit dans les patients, il a été produit par des bactéries, par génie génétique. Et à partir de quelques bactéries, on a produit des milligrammes et des milligrammes d'ADN. Alors pour terminer l'émission, je vais lire les dernières phrases de votre livre, si fascinante ou magique qu'était et qu'est toujours la manipulation génétique, la thérapie génique ne va pas sauver le monde, mais elle a déjà soigné et même guéri. Elle a aussi traversé les tempêtes médiatiques où l'on l'attaquait sur les faux espoirs qu'elle suscitait, son coup prohibitif et la polémique des OGM. Sans trop prendre de risques, on peut ajouter qu'elle s'est installée durablement dans le paysage thérapeutique moderne. J'espère que l'avenir me donnera raison, vous donnera raison. Louis Buscaille, la thérapie génique ABC chez Grancher. Qu'est-ce que vous pourriez dire vraiment une minute ou deux pour terminer l'émission? Alors pour terminer, ce livre est assez récent, je ne change rien à ce que j'ai dit bien évidemment. Il y a encore du temps et peut-être que la thérapie génique ne s'appliquera pas à toutes les maladies, même génétiques ou à toutes les maladies non génétiques comme le cancer, mais il y a quand même des niches qu'on appelle des niches, certes qui coûtent cher. Je parle de médicaments qui sont peut-être médicaments dits orphelins, mais dans la mesure où l'industrie pharmaceutique est en train de redévelopper des médicaments de thérapie génique pour des maladies génétiques bien particulières ou pour des applications qui sont peut-être orphelines parce que ce sont des maladies rares, ça veut dire qu'on est dans le milieu des médicaments. Ça y est, on y est. Alors,
On développera peut-être d'autres choses à large échelle, mais dans la mesure où un médicament est né, où des médicaments sont reconnus, des médicaments sont utilisés, ça y est, on est dans le milieu du réel et pas de ce que l'on disait, thérapie géniale ou thérapie génique, ça coûte cher, ça va servir à rien. Mais les anticancéreux coûtent une fortune aussi, hein. Faut quand même regarder, hein. Également, le prix et que peut-être que certains protocoles de thérapie génique serviront pour certaines étapes ou certains cancers en rechute ou des phases particulières. Moi, je pense qu'on va y arriver. En tout cas, c'est pas parce que je suis optimiste de nature, bien évidemment, mais que la réalité y est. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, parce que les derniers livres dataient il y a un peu plus de 10 ans, où il y avait un petit, comme on dit couramment, un petit coup de mou sur le développement de la thérapie génique, mais les choses reviennent. On a des outils qui sont beaucoup moins, je dirais, délétères et qui beaucoup plus efficaces, les outils moléculaires, et donc on oublie finalement les OGM et maintenant on parle du médicament. On y est. Bon, c'est une bonne chose. Je vous remercie beaucoup, Louis Bouscaï. Merci beaucoup pour ce livre très intéressant où on apprend tout sur la cellule et sur tout le reste d'ailleurs. Enfin bon, ça nous fait travailler un peu nos neurones, hein. C'est pas une mauvaise chose. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.